c'est parti. Voilà, donc si on s'est donné rendez-vous là sur Skype, c'est parce que ça nous tenait à cœur de discuter ensemble, en fait, des mensonges romantiques et vérités romanesques qui se trouvent dans les œuvres cinématographiques. On aimerait bien faire des petites analyses de films. On va commencer par un film célèbre, le fameux Titanic, qu'on a regardé toi et moi, que je suppose la plupart des auditeurs ont regardé, bon, même si ça remonte un petit peu. Après, Oui, le- en quoi notre conversation va consister finalement? Là, je rappelle que pour avoir une analyse plus complète sur la théorie mimétique de René Girard, sur laquelle on se base, il y a nos vidéos, il y a la série sur le virus du désir, voilà, sur le bouquin que j'ai écrit. Et puis bon, là, c'est-à-dire, on ne va pas reprendre complètement les fondamentaux de la théorie mimétique de René Girard, mais on va s'en servir. On va pas se servir. Tu as montré un bouquin, tu as montré Mensonges romantiques et vérité romanesque, Oui, mais qui parce que parle c'est... sur le désir. On va pas, mais là, pour le Titanic, on va voir qu'il y a aussi l'histoire du bouc émissaire, de la crise sacrificielle, et, euh, et puis pour la troisième hypothèse, je sais pas, on verra. Parce que, mais le Titanic, tu dis tout le monde l'a vu, ouais. C'est une histoire. Est-ce que je peux te poser une question, Rose? Oui. Je voudrais te poser une question. Je voudrais que tu me, que tu me dises, toi, ça, c'est quoi l'histoire de ce film? Alors, moi, je vais me baser sur ce que... la première fois que j'ai regardé le film, je devais avoir 7 8 ans, un truc comme ça. Donc, bah, c'est l'histoire d'une nana et d'un homme qui se retrouve sur un bateau il y a des décennies de ça et qui en fait tombe follement amoureux indépendamment de toutes les barrières sociologiques qui imprègnent la société. Donc ça c'est le scénar C'est ton souvenir du film quand tu l'as vu, pour la première fois sans avoir jamais lu René Girard. Voilà. ouais. Et tu l'as revu ce film en fait Et j'ai revu ce film récemment. Hein. récemment, et même 2 fois récemment. C'est-à-dire que Oui, oui, c'est bien pour préparer le truc. Moi aussi, je l'ai vu, je l'avais déjà vu deux fois et je l'ai regardé récemment pour pouvoir préparer cette vidéo. Et maintenant, si je te reposais la même question, mais cette fois-ci avec ton regard plus averti, c'est quoi l'histoire? bah, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve par hasard sur un bateau et qui, par total hasard, rencontre une femme et en fait se met totalement à vouloir rentrer dans le cercle de cette femme qui est vraiment fermé. Et d'ailleurs, ça se voit par rapport à la manière dont le bateau est organisé. On voit bien, c'est un bateau avec des étages et en fait, on sent qu'il veut monter. Et il se met à imiter en fait le fiancé de la femme. En fait, Ça- en haut, il y a les riches et en bas, il y a les deuxièmes classes au milieu, c'est les classes moyennes, ça doit être les cadres. Et en bas, il y a vraiment les troisièmes classes, quoi. En Ouais, il y a enfant, vraiment la soute et ouais, on sent qu'ils sont en bas, quoi. on sent qu'ils sont en bas et on sent que du coup, on sent que le mec se rend compte, enfin commence à, oui, oui, à saisir à convoiter une femme qu'il n'aurait pas forcément, Qu'il n'aurait pas rencontré dans son milieu. qu'il aurait jamais rencontré dans son milieu. Et puis, c'est ça, tout ça, c'est dans le scénario, c'est dissimulé, cette imitation-là de la classe supérieure et cette envie de s'approprier un peu, voilà, c'est dissimulé sous un amour passionnel, enfin fou, en fait. Alors qu'en fait, En fait, c'est Leonardo DiCaprio, c'est ça? Ouais, ouais, qui est un ouvrier, qui voyage en troisième classe oui. et qui rencontre, toi tu as dit, j'ai bien, je retiens, hein, complètement par hasard. Et qui rencontre complètement par hasard sur ce même bateau, alors qu'il n'est pas censé la rencontrer, puisque le bateau, tu as dit toi-même qu'il était compartimenté.
En fait, le bateau, il représente un ordre social qui marche, quoi. C'est-à-dire que les gens en bas restent en bas, les gens au milieu restent au milieu, et puis en haut, tu as le luxe, le champagne, la grande salle de réception, les belles robes, les balles, le piano, et les classes sociales élevées. Et, et lui, en fait, qui est tout en bas, Leonardo DiCaprio, il rencontre Madame qui est tout en haut, par hasard. Alors qu'ils ne peuvent pas se rencontrer, mais parce que même techniquement, le bateau est organisé de sorte que il ne peut pas y avoir d'interférence entre les classes. Et ils Oui. se rencontrent quand même. C'est quand même très curieux qu'ils arrivent à se rencontrer. Et toi, tu dis par hasard. Bah, Moi, c'est totalement. j'aimerais presque qu'on arrive à la conclusion que y a pas, ce hasard-là, Oui. il sent la coïncidence troublante. Ouais. Moi, Mais bon, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que j'ai utilisé le mot par hasard, par réflexe, parce que c'est comme ça que le scénario le montre, voilà. mais la manière dont tu vois l'histoire, ça montre que c'est une société qui marche, quoi. Elle est en ordre. Et en ordre. Et il y a les différences, des différences sont différenciées. Tout le monde. Il y a les pauvres, les ouvriers, et il y a les riches. Et voilà, on voit pas trop au milieu, mais ça nous intéresse pas. Mais bon, Ce que ça montre aussi, c'est que tout le monde est heureux. C'est-à-dire que c'est une situation où il n'y a pas de crise d'indifférenciation. Parce que ah, tu vois la bien que différenciation, Leonardo. tu peux expliquer la différenciation? Bah, c'est-à-dire que il n'y a pas une chute de la médiation externe, il n'y a pas une rivalité entre sur la hiérarchie, il n'y a pas de rivalité entre deux opposés. C'est-à-dire qu'il y a une. Du moins, il y en a, mais C'est des ça fluctuations qui fonctionne. engendrent pas Ça de. engendre pas le chaos. Voilà, c'est ça. Il y Et a pas de mélange entre les gens. parce que on voit bien Leonardo DiCaprio, quand il arrive sur le bateau, il est ravi d'être en soute. Parce qu'il est juste ravi d'être sur le bateau. Il s'en fout, à la base. Hmm. Sauf à un moment donné. Il y a une scène qui indique, quand il discute avec un de ses compères qui fait partie de la même classe, où il se rend compte qu'il y a une différence. Ah ouais, il ouvre les yeux. Oui, il lui ouvre les yeux, il lui dit, regarde, toi t'es là et eux ils sont en haut. Et en plus, à ce moment-là, il y a l'image du couple. Il y a le couple qui apparaît en hauteur et il regarde le couple riche, le couple de Kate Winslet et son mari, enfin son fiancé, Ouais. et il les regarde. Et là, il voit l'objet du coup, Et ça, l'autre, il lui dit quelque chose comme n'y pense même pas, ou oui. N'y pense même pas. Obstacle, tu vois. Il y a un obstacle. n'y pense même pas. Voilà. Ça, c'est ce que tu vas voir à la télévision. Kate Winslet, elle est au cinéma. Tu as payé ta place, tu es content, tu l'as vu, tu sors du cinéma et puis tu vas draguer dans ta classe sociale, quoi. C'est ça. Ça fonctionne. Ça Ça fonctionne. marche. Et c'est curieux que tu me dises que bah, c'est un gars qui prend le bateau. En fait, il va où ce bateau? Il va aux États-Unis, mais ce gars-là, c'est pas vraiment un ouvrier en fait. Parce que là déjà, il y a un bidouillage sur son statut à lui. Parce qu'on peut supposer que les gens qui voyagent en bas, c'est des gens qui vont chercher du travail, mais qui travaillent dans l'industrie comme petites mains, des petits artisans, tout ça. Et ils vont certainement chercher la prospérité aux États-Unis, essayer de s'élever un peu dans la hiérarchie sociale, acquérir par exemple de la terre, ou avoir un meilleur boulot, ou avoir tout simplement du boulot. Et, mais lui, non. Lui, en réalité, lui, il y a un petit bidouillage. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, c'est un artiste, il dessine, il joue au poker. Ouais, il dessine, et puis apparemment, dans ce carton à dessin, il y a plein de filles qu'il a dessinées à Paris. En fait, c'est un artiste qui a fréquenté les milieux artistiques à Paris. Et ces milieux artistiques produisent de la valeur, puisque Kate Winslet, elle-même, qui est riche, a ramené des tableaux. Oui, Donc, en fait, il appartient à un milieu très prisé, celui dont rêve peut-être la bourgeoise. Et tu vois, quand elle se demande si elle ne veut pas s'encanailler, elle se dit, ah, ben, j'aimerais bien fréquenter le, les poètes du Parnasse, le Montmartre des peintres, Toulouse-Lautrec, me faire dessiner dans un bordel.
Et il y a un bidouillage, c'est pas tout à fait un ouvrier. Avec son carton à dessin, il emporte avec lui le rêve des bourgeois. Ah oui, oui. C'est Non, quoi non. l'histoire? C'est à bien y réfléchir, c'est quoi l'histoire? Raconte-moi l'histoire du Titanic. Ah, tu veux pas le faire pour moi? Parce que j'ai Alors, peur de toi, parce que bégayer un peu. j'ai tenté, mais je vais. Pour moi, le Titanic, c'est pas du tout ça l'histoire. Pour moi, le Titanic, c'est quelqu'un qui, 86 ans après les faits, c'est-à-dire le Titanic a échoué et a coulé en 1912, c'est-à-dire juste avant, en pleine crise, puisqu'après il y allait avoir la grande résolution sacrificielle de la guerre de 14, qui est Oui, une grande boucherie, un holocauste au dieu de la violence. oui, Hein, donc une résolution sacrificielle. Donc ça veut dire qu'on est en 1900, on est en 1912, on est en pleine crise. oui, Forcément parce qu'il y a eu une boucherie après. Et donc c'est un bateau insubmersible qui a coulé. Et 86 ans après, l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune chercheur. Tu vois, c'est pas du tout une histoire d'amour en fait. C'est l'histoire d'un jeune chercheur c'est vrai. qui sait que dans ce bateau, il y avait le cœur de l'océan, qui est un diamant, un pendentif, et qui le cherche, et qui envoie une sonde, et qui finit par trouver dans l'épave du bateau, sous la mer, qui finit par trouver un coffre. Il croit qu'il va trouver à l'intérieur du coffre le diamant, qui est censé, le cœur de l'océan, qui est censé y être, qui est un bijou, qui appartenait, et ça c'est pas un détail, il appartenait à la reine d'Angleterre, Oui, et précisément à celle qui s'est fait couper la tête, c'est-à-dire à la reine qui symbolise le passage de la monarchie à la bourgeoisie, qui est aujourd'hui en place et qui voyage en première classe. Et c'est le riche, précisément, qui a ce collier qui appartenait à celle qui s'est fait couper la tête. Et à partir de quoi a commencé la bourgeoisie. Donc il a le symbole, si tu veux, de sa domination symbolique. Et lui, le chercheur, il veut ça, parce qu'il sait que c'était là dans le bateau. Il remonte un coffre avec une sonde, avec des espèces de sous-marins robots. Il remonte le coffre. C'est ça l'histoire. oui, Et dans le coffre, il n'y a pas on comprendra dans le film pourquoi, mais en fait, il n'y a pas le bijou qui devait s'y trouver. On comprendra pourquoi. Mais en revanche, il y a un dessin. Et ce dessin, il représente une femme. Une femme qui s'est fait dessiner. Et là, on arrive au premier moment. Il y a deux moments dans le film qui me paraissent très caractéristiques. Mais elle s'est fait dessiner, cette femme. Et donc, le type, et dans le dessin, elle porte le fameux. Et donc, le type dit bah, cette femme, on va la retrouver. Et elle est censée être Kate Winslet, la femme riche, avoir le nom du riche. Et il la retrouve sous un autre nom. Et 86 ans plus tard, c'est une vieille femme qui fait venir sur son bateau pour qu'elle lui raconte ce qui s'est passé. Et de là, elle va lui raconter comment on est arrivé à se retrouver avec un dessin dans un coffre, avec ce fameux cœur de l'océan, et qu'est-ce qu'il est devenu. Et donc, c'est ça l'histoire. oui, oui, en fait, oui. Et c'est très important, parce que du coup, c'est la bourgeoise qui s'encanaille dans les milieux artistiques parisiens et qui se fait dessiner par un artiste. Donc il y a du désir. Quand elle le voit, ce qu'elle voit en fait, c'est un homme qui va la regarder sans la toucher. Donc, et quand il a fini de la dessiner, bon, alors elle le rencontre sur le bateau, il parle, c'est compliqué, et finalement, il se rapproche, et Leonardo DiCaprio la dessine.
Et là, elle dit quelque chose. La vieille dame qui se souvient de cette scène, on revient sur la vieille dame qui raconte ça, et C'était un des moments et elle les fait un plus commentaire. érotiques. Oui, elle dit ça. Elle Un des- dit, elle se souvient de cette scène quand Leonardo DiCaprio l'a dessinée. Elle dit, c'était le moment le plus érotique de ma vie. C'est-à-dire, c'était pour moi le top du désir. C'est-à-dire m'encanailler à Montmartre et me faire dessiner par un artiste, comme c'est représenté par tous ces tableaux que j'ai achetés et qui auront demain de la valeur. Et qui se représenteront un des systèmes de la valeur bourgeoise, c'est-à-dire l'art contemporain. Absolument, c'est très juste. Et c'est très important parce que quand elle dit c'est le moment le plus érotique de ma vie, elle donne la formule du désir. Et là, bon, on se met à douter vraiment que c'est une rencontre au hasard. Ouais. Elle voit qu'il le regarde, elle est sur le pont. L'autre lui dit n'en rêve même pas. Et elle, pourtant, elle se retourne vers lui et elle voit son regard sur elle. Oui. Et c'est ce regard qu'elle veut. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui entre en concurrence avec le regard bourgeois, avec la valeur bourgeoise. C'est le regard d'une classe qui est en train de monter et qui est la classe qui va représenter la médiation moderne, c'est-à-dire la classe des artistes. Absolument, je l'avais pas vu comme ça. C'est Merci. le réalisateur James Cameron contre la bourgeoisie qui finance son film. Oui, C'est qui est-ce qui a le plus de pouvoir? James Cameron qui peut faire un film qui est vu par des millions de spectateurs, ou le producteur qui va permettre à ce film d'exister par l'argent. le producteur. Ouais. C'est la rivalité entre l'artiste Aussi. et le. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une. C'est bidonné. Ils n'ont pas fait remonter de fond de cale, ils n'ont pas fait remonter n'importe quel prolo. Ils ont fait remonter Picasso à l'époque où il est encore pauvre. Ou Oui. Toulouse-Lautrec à l'époque où personne ne le connaît. Où ses tableaux valent pas un clou. Voilà, Et il y a d'ailleurs, elle un commence bidouillage. à avoir un. Oui, oui. Parce qu'à un moment donné, elle est à deux doigts de le lâcher. Ils discutent, elle est à deux doigts de le lâcher. Elle dit mais pourquoi je suis là en fait? Et là, elle regarde ses tableaux et elle se rappelle et son intérêt pour lui se ravive. Au moment où elle comprend que c'est un artiste, vraiment. Oui, Ouais. oui, oui. Elle Enfin, regarde ses tableaux, puis elle voit les femmes, et à un moment donné, on insiste, l'œil du caméraman insiste sur les femmes nues. oui, Et en fait, elle a le désir d'être ces femmes. Et la médiation de son désir, elle passe par ces femmes-là. Elle veut s'encanailler. C'est-à-dire que le désir est suggéré par l'autre. Et l'autre, c'est ces femmes qu'elle voudrait être. Elle voudrait pas être une prolo, suivre Leonardo DiCaprio pour travailler dans une usine. Elle voudrait être, elle voudrait appartenir à ce monde-là. Donc là, il y a un bidouillage déjà. Mais en même temps, tenir à ce monde-là ou être ce l'objet monde du désir de ce monde-là. Hmm. Appartenir à ce monde-là ou être l'objet du désir de ce monde-là. C'est-à-dire, dans ce monde-là, être l'objet de toutes les convoitises. Oui, mais c'est pareil, parce qu'elle veut rentrer dans un monde duquel elle se sent exclue. C'est Madame Bovary, quoi. C'est Madame Bovary. Mais c'est Madame Bovary inversée. Inversé. C'est-à-dire que Madame Bovary, elle rêve d'aller au bal de la Vaubyessard, vers le haut, elle n'étant qu'une petite bourgeoise de province mariée à un médecin qu'elle trouve médiocre, qui n'est pas forcément médiocre, mais qu'elle trouve médiocre. Oui, avec son Voudrait- regard de désir. Ah oui, oui. Elle voudrait monter. Et elle monte finalement. Et les analogies, on retrouvera les analogies avec Madame Bovary dans la scène du carrosse avec le clerc du notaire à Rouen et la scène de la voiture où elle se donne à Leonardo DiCaprio et que c'est suggéré exactement de la même manière. Mais,
au point de vue où tu as dit qu'elle trouve médiocre, hein, Madame Bovary trouve son mari médiocre. Ouais. Et j'aimerais du coup revenir sur le rôle du fiancé de Ken Winslet. Je ne me souviens plus de son nom dans le film, en fait, je suis un peu... Bah, le fiancé de l'héroïne de Kate En Winslet. fait, en fait dans le Jack, je crois. Jack, non, non. Jack, Ah oui, c'est le de dessinateur. Rose, le C'est le, fiancé c'est de le Rose. pauvre dessinateur. J'aimerais revenir sur le fiancé de Rose. Parce que dans le Ouais. scénario, il y a bien écrit qu'en fait, elle pour sauver son statut et pour continuer de préserver ses richesses et ses ressources, tout ça, elle doit se Ouais. marier à cet homme. Mais par contre, le scénario nous... Donc du coup, c'est l'inverse de Madame Bovary, c'est-à-dire qu'elle, elle se sent pas du tout attirée par cet homme. Voilà, là, tout ce que je viens de dire, mais il y a un Ah, truc qui m'a travaillé, c'est que dans le film, j'ai l'impression qu'on nous fait croire que cet homme-là, il est attaché à Rose, et qu'en fait, c'est soit Rose, soit rien, tu vois, il est attaché à Rose, alors que tu vois que c'est tu parles du il la dessinateur. gifle à un moment donné et il Du lui pauvre dit dessinateur. comment? Tu parles du pauvre dessinateur ou du mari? Ben, je parle du mari. En fait, il nous fait croire que voilà que le mari. Enfin, on voit dans le film que ça devient le rival du pauvre dessinateur. Et en même temps, il y a un truc dans la scène où il est à table et où il lui confesse qu'il l'a vu s'encanailler en bas à la soirée. Il lui fout une gifle et en fait, il s'attache énormément à Rose. Alors qu'au final, il doit avoir plein de femmes de son statut qui sont prêtes à remplacer Rose. Mais Rose, elle appartient à la haute société, c'est-à-dire elle appartient à une sorte d'aristocratie bourgeoise, Oui, et on nous explique que c'est la mère de Rose qui veut absolument que Rose se marie avec ce très riche homme d'affaires, parce que c'est la seule solution pour qu'elle garde son statut social. Et qu'en fait, en quelque sorte, Rose se sacrifie pour sa mère. Mais mais il y a quelque chose qui marche pas, parce qu'on voit bien que Rose, elle veut. Il y a quelque chose qui marche pas, parce qu'il y a quelque chose qui me paraît euh, que je veux soupçonner d'emblée. Quand je vois que la manière dont dont le mari est présenté comme le méchant, comme dans Madame Bovary, et pas le méchant, mais celui qui vraiment devient repoussant, et l'autre qui devient finalement la victime, tellement il est attirant. Parce c'est qu'il est c'est- tellement attirant que finalement il finit au fond de l'océan, exactement comme le bijou, comme le cœur de l'océan. Et presque c'est une victime sacrificielle, en fait, le film. Le film nous le sacrifie, quoi. Il dit, on voit son image disparaître quand elle le lâche, à la fin, et qu'il est gelé dans l'eau. Et, et il est. Tu sais, c'est le désir tellement exaspéré qu'il va chercher qu'il trouve plus d'obstacle assez grand pour désirer. Et finalement, l'obstacle le plus grand, c'est la mort. Là, comme ça, au moins, c'est l'obstacle absolu. oui. Là, vraiment, Rose, elle peut pas trouver de plus grand obstacle que la mort. C'est ce qui rend au spectateur Leonardo Moi, DiCaprio j'aimerais. irrésistible. Tu peux me raconter comment ils se rencontrent? Oui, Comment, bah, comment, d'abord, comment, comment l'amant dessinateur pauvre rencontre la fiancée du riche? donc lui, il fume une clope. Alors il y a 1000 endroits sur le bateau parce que c'est le bateau le plus grand jusque-là jamais construit ou je sais pas quoi. Et lui, il se retrouve à fumer une clope à l'endroit précisément où la meuf a trouvé bah, au bout du bateau en fait. Parce qu'en fait, il aime l'extrémité de ce bateau-là, je crois. Et il se sent le roi du monde, tout ça. Et, ou je sais pas quoi. Enfin bref, il aime bien être aux Ils sont à la extrémités. proue. Ouais. Et Et elle, après, pourquoi elle est là? Lui, il elle, fume sur un banc en regardant les étoiles. ouais, et elle, a s'ennuyé à mourir dans sa société en haut, là, dans sa soirée, Et elle décide d'aller se suicider. et elle décide d'aller mourir. C'est vrai que c'est assez radical, parce que c'était juste une soirée ennuyeuse. Voilà, tiens, je vais me suicider. Elle va se Ouais, suicider. Voilà. elle était exaspérée, tu vois, il n'y avait pas de joie. La pauvre, elle va être obligée de marier l'homme le plus riche du monde.
parce que bon, il ne doit pas être loin d'être l'homme le plus riche du monde, la pauvre. Donc, ça suffit, geste de révolte absolue, je vais me suicider. Voilà. Elle a tout, hein, je veux dire, elle a tout, y compris la possibilité d'aller acheter des tableaux à Montmartre, donc certainement d'avoir rencontré des peintres et d'avoir vu des jolis modèles qui lui ont fait envie. Et certainement, son mari n'était pas derrière elle. Mais bon, elle va se suicider. Et Parce elle va qu'elle se est suicider. prisonnière. Parce qu'elle est prisonnière. Oui, voilà, c'est ça. Et parce que, ah oui, oui, elle est Elle a prisonnière, quand même pu alors que aller acheter à Paris des tableaux que son mari n'a pas vus apparemment parce qu'il les commande comme s'il ne les avait jamais vus. Donc, elle a quand même pu sortir. elle est prisonnière d'un mari, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, elle est prisonnière d'un mari qui a quand même, à mon avis, 10 prétendantes à ses pieds. Donc, est-ce qu'elle est vraiment prisonnière? Parce qu'il faut qu'elle fasse gaffe. Parce qu'elle peut le Ouais, perdre très vite, ce mec, en ouais. soi. Puis en plus, elle est tellement prisonnière qu'elle a pu aller acheter, je te dis, des tableaux à Montmartre, Oui, oui, oui. faire ses courses toute seule, sans canailler avec. Parce que bon, elle a ramené quand même des tableaux de Paris. Ouais, ouais. Et puis en plus, elle va se suicider de la manière, une des manières les plus terribles qui soit, c'est-à-dire mourir de froid lentement dans une mer glacée. Voilà. Elle aurait pu s'ouvrir les veines dans sa Oui, non, cabine. mais si elle est désespérée, elle est désespérée. C'est Madame Bovary qui, à la fin, prend de l'arsenic. Oui, Voilà. mais Madame Bovary, elle prend de l'arsenic, alors elle aurait pu Elle s'est mise dans une situation désespérée, Madame Bovary. Puisqu'elle s'est mise, parce qu'en fait, elle s'est endettée et elle s'aperçoit qu'elle a mis son mari dans une impasse en tant que médecin. Et Rodolphe l'a quitté, l'espèce d'aristocrate ruiné qu'elle a suivi un moment. Elle a trompé avec le clerc du notaire. Elle ne voit pas d'issue à sa vie de petite femme de médecin, voilà, comme ça, dans, dans, dans un petit village de France. On peut comprendre à la limite. Et là, c'est vrai qu'elle est à table et subitement, tout ce luxe, elle n'en peut plus. Elle a besoin d'une bouffée d'air, elle va aller se jeter à la mer. Et elle va se jeter à l'endroit où se trouve comme Jack. Jack, c'est-à-dire donc lui, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de sacrifier sa vie immédiatement pour elle, parce que c'est fou, non? Ouais. C'est beau. Il sacrifie sa vie, ouais, ouais. Ah oui, Oui. oui, il est prêt de toute façon, je ne te laisserai pas te jeter à la mer. Si tu te jettes, je partirai avec toi. Il enlève ses chaussures. Et puis finalement, il la sauve. Et puis finalement, il la plaque au sol. Quand il arrive à l'attraper, parce qu'elle était en train de se jeter, il l'a attrapée. Finalement, il lui sauve la vie parce qu'elle manque de tomber. Donc tout ça. Donc. Et puis finalement, il la plaque au sol. Les autres arrivent et ils s'imaginent qu'il est en train de la violer. Donc il y a un malentendu. Et puis finalement, ils s'accordent. Elle dit, mais non, en fait, il m'a sauvé la vie. Je voulais en finir. Voilà. Non, elle Et dit pas ça. Elle dit pas qu'elle va en finir. Elle ment. Elle ah ment. oui, elle disait, j'ai failli tomber, j'ai glissé. Ou... Et on voit bien que le mensonge ne tient pas la route une seule seconde. C'est Ah, clair. c'est-à-dire que à la fin, bon, tout le monde s'en va. Et le policier, parce que le mec, il a un policier à son service, carrément, hein, ben, un peu comme tous les riches. Hein, parce que, par exemple, Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, enfin, celui qui est devenu le plus riche du monde pendant le confinement, euh, il avait à son service Corsini, l'ancien des services secrets. Et donc, lui, pareil, il a un ancien des services comme ça, des services de police euh, à sa disposition. Et ce gars-là, il voit le peintre dessinateur avec ses lacets défaits et il lui dit c'est marrant ça. Elle a glissé et elle a glissé et vous avez eu le temps Enlevez vos chaussures. d'enlever vos chaussures. Par hasard. Ça veut dire qu'il a compris. Par hasard, la rencontre. Voilà, donc il sait qu'il y a un mensonge. Lui, il sait qu'il y a un mensonge. Donc il a informé son maître et donc son maître va le savoir aussi. Donc on peut considérer qu'à partir de là, le maître est jaloux, en Oui, fait. mais c'est ce que je me suis dit. Ça se voit À ce pas. moment-là, il y a rivalité, déjà. Ouais. Même si le scénario nous fait croire qu'ils se sont déjà encore supérieurs, en fait, Il y a une scène surprenante quand même, parce qu'à un moment donné, pour le remercier, il y a une femme qui dit quand même, la moindre des choses, ça serait de l'inviter ce soir à notre table.
Et Jack se retrouve avec un joli costume à la table des maîtres, à manger. Et quand il arrive, quand il entre dans la grande salle de réception où les riches mangent tous les soirs, avec le grand escalier majestueux, l'escalier royal, il descend. Il est beau comme un dieu, parce que déjà, Caprio, il est lumineux. En plus, avec un petit costard, là, voilà, quoi. Là, non, mais c'est vrai, tu tires la langue. Et puis, mais tu vois que quand même, il regarde les autres, il regarde les autres, et puis il essaye d'imiter les riches. C'est la manière dont il salue. Cette scène-là dont je te Il a parlais une la première fois qu'on a invitation. discuté de Titanic. Et tout de suite, il s'y met. Tout de suite, il Oui, comprend bien. mais direct. Ouais. Parce Et qu'il a... évidemment, il est à table et il est ultra brillant parce qu'il détonne. C'est le danger. Il représente vraiment la différence dont rêve tout le monde, c'est être différent. Le On snob. on est déjà dans le monde moderne qui veut tout le monde veut être différent. Mais lui, il a qu'à être là pour être différent, quoi. Il incarne la différence. Donc forcément, l'autre, le mari se sent comme une merde, quoi. Il se sent comme une merde. Il est d'emblée placé dans la position du jaloux. Et l'autre, il a qu'à parler. Et donc l'autre, du coup, comme il voit qu'il règne sur son petit monde avec sa différence, il se met subitement à abandonner son imitation pour parler comme les gens de son milieu. Et alors là, il est encore plus différent, il est encore plus brillant. Et là, il explose tout. Et Et on train... il finit la soirée, c'est la star. Et l'autre, il lui dit, bon, maintenant, va te coucher, nous, on va aller fumer un cigare et boire du brandy, donc tu sais pas ce que c'est parce que toi, t'es pauvre, et il le renvoie dans ses quartiers. Ça finit comme ça, c'est ça, hein, je trahis pas le... tout ça, c'est ce que raconte la vieille dame Et ce que tu qui viens de me faire... cherche Oui, le oui. cœur de... Mais ce que tu viens de me faire remarquer, c'est que du coup, en fait, à ce moment-là, quand il va se faire renvoyer dans ses quartiers, Leonardo DiCaprio, il a quand même, du coup, la rivalité est née entre les deux, mais des deux côtés, et c'est pour ça qu'il invite sa femme, Rose. Et Rose en profite, parce que Rose, comme tu le disais toi-même, elle veut descendre avec lui. Et lui, du coup, elle profite de la rivalité qu'a engendrée par son discours, ouais, t'es pas concerné, la politique, les cigares, tout ça, c'est pas pour toi. Elle profite de ça, parce que du coup, Leonardo DiCaprio, il va la convoiter. C'est comme si dans les scénarios romantiques, c'est comme si tout se passait comme si le mari jaloux et le rival jetaient littéralement l'objet du désir dans les bras de son rival. Oui, Et Girard nous dit toujours ça, c'est à ce moment-là que Rose va avoir du prix à ses yeux. C'est à ce moment-là où il va y avoir presque une identification entre le cœur de l'océan et Rose. C'est-à-dire elle va, et d'ailleurs, il lui a mis, il a sorti le collier du coffre pour lui mettre au cou. c'est vrai. Oui, et c'est pour ça qu'elle va se retrouver avec le collier, avec le diamant dans le dessin. Parce que n'oublie pas que l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est un chercheur qui cherche le nain Dans et le film, ils disent que c'est elle qui veut qu'il la peigne avec le collier et elle se dénude et elle a le collier déjà, non? Oui, parce que c'est son mari qui lui a mis. Il lui a mis juste après qu'elle ait rencontré Jacques. Oui, son mari, oui. Mais c'est son Ça veut mari dire qui... c'est maintenant que tu n'as plus de prix à mes yeux. Voilà, c'est ça. Maintenant que j'ai un rival qui est potentiellement, qui peut rivaliser avec moi parce que lui, il peut te dessiner, il peut te faire atteindre le 7e siècle et te faire grimper au rideau, le moment le plus érotique et blablabla. Parce que, et là, je te mets le collier. Ouais. Et elle le garde et elle est dessinée avec. C'est-à-dire qu'elle est nue, sauf le collier. Et c'est ce que le chercheur, c'est pour ça que l'histoire, c'est le chercheur qui cherche le collier et qui le trouve sur un dessin et qui va chercher Rose, qui était le modèle de ce dessin, qui lui raconte 86 ans plus tard comment on en est arrivé à ce dessin. Et en fait, et là on arrive à ce premier moment, et jusqu'au moment où et non, et oui, et non, et ils se retrouvent tous les deux à fond de cale, en train de faire l'amour dans une voiture qui est transportée dans la cargaison, une voiture de luxe, qui est transportée dans la cargaison. Et c'est la scène de Madame Bovary qui se fait avoir
à Rouen dans un carrosse. La scène scandaleuse pour lequel, pour lequel Flaubert a été en justice, le pauvre, et tout le buzz que ça a fait pour son bouquin. Oui, oui, oui. Ça a fait buzz. Scandale Bah, et buzz. bah oui, que l'histoire de oh, la répression, la censure au 19e siècle, tout le monde a couru acheter le bouquin. On veut la scène, on veut la scène. Bon, bah, je pense qu'après, ils ont dû l'éditer sans la scène, mais bon, très vite, à mon avis, elle a dû revenir, la scène. Hein. Parce que d'ailleurs, elle est tellement revenue qu'elle est même revenue dans le Titanic. Ouais, ouais. Sauf que là, c'est une Madame Bovary encore qui va du haut vers le bas. Mais en fait, elle ne va pas tant vers le bas que ça, puisque ce bas dans lequel elle va, c'est le milieu de l'art contemporain. Et le milieu de l'art contemporain, c'est celui dans lequel investit le riche pour pouvoir justement donner de la valeur à cet art, pour pouvoir donner à son argent, si tu veux, une forme de stabilité. Et ben pour que ça puisse continuer à être lui qui est désiré, en fait. Et oui, 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 parce que c'est lui qui détermine la valeur des choses. C'est-à-dire qu'il détermine le goût. C'est-à-dire qu'il détermine ce qui est imitable. C'est ça. Et en déterminant ce qui est imitable, il se pose lui-même comme modèle, et c'est là qu'il a de la valeur. C'est ce que les pauvres ne comprennent pas. Et donc, en fait, là, le fiancé de Rose, il commençait à devenir. Dans cette histoire-là, c'est plus lui le modèle, en fait. Ah ben non, là, il est détrôné. Il est détrôné, et c'est pour ça qu'il vient, il dit à Rose, Rose, je t'aime tellement, tiens, je te mets le collier. Il Et dit, puis bah, après, comme tu ça. fous une baffe parce que t'as fricoté avec l'autre. Parce que Ben oui, vraiment, c'est dans une relation passionnelle avec elle. En fait, c'est un homme qui existe, un vrai. C'est un vrai homme. C'est-à-dire des fois, c'est un être humain, quoi. Et on veut nous faire passer pour un monstre, parce que le gentil, c'est forcément James Cameron, c'est-à-dire Leonardo DiCaprio. C'est tellement le réalisateur du film, c'est-à-dire celui qui a le regard sur l'actrice, celui qui fait que l'actrice, elle est magnifiée par le cinéma. absolument. T'as Il est dans la raison. situation. Ben oui, ben oui. Toutes les femmes rêvent d'être filmées par un grand réalisateur de film, comme Kate Winslet dans le Titanic. À Ouais, vous, j'avais pas songé, à, moi, je t'avoue. à vous. Ouais, ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que. Oui, Et, c'est là qu'il faut arriver après cette scène. On arrive très vite. À partir du moment où ils ont fait, là, il y a un problème. Là, c'est la crise qui commence, la crise mimétique. C'est-à-dire que c'est tout le système social du bateau qui va rentrer en crise. Bien avant qu'il coule, là, il va y avoir les marins qui voient l'iceberg, le capitaine qui demande de faire machine arrière, panique à bord, panique à bord. Et ça, dans les machines, c'est l'enfer, hein, t'as vu? C'est l'enfer, là, on est dans l'Achéron. Et là, les amants se retrouvent sur le pont, le bateau frotte l'iceberg, la glace tombe, et là, Kate Winslet lui dit la proclamation du nihilisme, elle lui dit qu'elle va le suivre, en gros, qu'elle va partir avec lui. Ils sont sur le pont du Nez. Et là, juste avant que la glace, elle tombe, tu sais, parce qu'ils ont heurté l'iceberg, et tu vois des morceaux de glace qui tombent sur le pont, elle lui dit la deuxième phrase, après la première, c'était le moment le plus érotique de ma vie, elle lui dit, ça n'a aucun sens, et c'est pour ça que je... Ah, it is meaningless, and it's why I trust it. Cela n'a aucun sens, et c'est pourquoi je lui fais confiance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la proclamation nihiliste par excellence. All descend on fury signifying nothing. C'est-à-dire, c'est je veux cette vie parce que elle n'a aucun sens, que c'est le chaos. Et là, tu as les glaces qui tombent sur le pont. Et là, tu vois que c'est ça, en fait, le désir. C'est vraiment l'appel, la volonté du néant. C'est pour ça qu'elle veut elle finira par le vouloir mort, son Jacques. Parce que c'est en le voulant mort que 86 ans, elle en a rêvé. C'est parce qu'il est au fond de l'océan. Donc, elle dit ça, it's meaningless. Elle dit, it's meaningless and it's why I trust it. C'est ça, it's meaningless and elle lui dit, it's meaningless
and it's why I trust it. Et là, tu vois la glace qui tombe. Et là, c'est la crise qui commence. Est-ce La que je peux crise revenir sur le truc sacrificielle. où tu dis qu'elle le veut mort parce que je trouve ça vraiment parlant, surtout que c'est vraiment dans le scénario, c'est très clair. À un moment donné, il aurait pu ne pas être mort. Attends, excuse-moi. It does not make any sense. That's why I trust it. De it, cela. C'est pas he, God, c'est pas le Seigneur, Oui, c'est oui. it, c'est cela. Cela ne fait aucun sens. And it's why, that's why I trust it. Voilà, excuse-moi, j'ai retrouvé la citation, du coup je t'ai coupé et tu étais en train de me poser une question. Bah, tu dis qu'elle ne peut que le vouloir mort. Enfin, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et dans le scénario, ça se voit parce il aurait pu ne pas mourir. C'est elle qui l'emmène à la mort dans le sens où elle aurait pu descendre. Et lui, il serait retrouvé dans la même situation parce que tu vois qu'il sait comment agir pour se sortir de là. Tu vois, c'est lui qui l'emmène en haut du bateau, qui la prend et qui lui explique comment faire pour s'en sortir. Et c'est lui qui la guide sur le truc et sur la barque, tu vois, sur la petite truc qui le fait survivre. Donc en fait, si elle était descendue, comme C'est c'était ça. prévu, Il la lui, sauve, il s'en serait il est sorti. présenté comme son sauveur. Ouais, c'est ça. Mais C'est lui qui c'est l'a. son sauveur. Mais en fait, dans le mensonge, dans la vérité, c'est elle qui le tue, qui l'emmène à la mort. Parce qu'elle aurait pu s'en sortir et lui, il aurait pu s'en sortir tout seul et il se serait retrouvé. Il faut pas s'attendre dans un film romantique à ce qu'ils te disent la vérité. Mais la vérité, elle est trahie par des coïncidences. Ils font Ouais. l'amour et juste après, la société entre en crise. Le Ouais, bateau tape un iceberg et tout commence à se mélanger. C'est la crise sacrificielle. C'est-à-dire la perte des différences. Il n'y a plus de troisième, deuxième, tout se mélange. C'est Sarkozy qui dit casse-toi pauvre con à un homme de la rue, c'est les pauvres qui se mélangent avec les riches, c'est le chaos. Et elle dit, it's meaningless. Et elle dit, ça n'a aucun sens et c'est pourquoi je lui fais confiance. C'est-à-dire qu'elle dit, c'est ça que je veux. Elle dit amen à ça, en fait. Mais elle va pas le dire dans le mensonge romantique, elle va pas le dire. Non. Mais ça se voit. C'est la coïncidence entre le moment où ils font l'amour dans la voiture et le commencement de la crise. C'est le même. Il y a une rencontre des deux événements. Et elle le dit. Elle dit, it's meaningless. And that. Elle, on peut dire, ouais, mais elle le dit parce qu'elle lui dit ça. Non, non. Oh, je suis folle, mon Dieu, je pars avec toi, je lâche tout, c'est la folie. Voilà, ça n'a aucun sens. Bah, c'est le scénar romantique, voilà. Ouais, voilà. Mais n'empêche qu'elle le dit au moment où la crise sacrificielle commence, c'est le bateau a heurté leur quai, juste après qu'elle a commis un acte de transgression sociale important, puisqu'elle a couché avec lui. Et donc, là, à ce moment-là, elle dit, cela n'a aucun sens et c'est pourquoi je lui fais confiance. Et ça renvoie à la proclamation nihiliste, quoi. C'est l'aspiration au néant. Et puis, et tu vois que son fiancé se met à négocier avec le pauvre, celui qui cherchait de descendre les bateaux et qui lui donne de l'argent. Et c'est ça ce que tu veux dire, c'est le chaos, tout se mélange. Ça Ah bah s'illustre oui, par ça. oui, c'est la crise sacrificielle. Il se met à négocier avec quelqu'un à qui il aurait jamais vraiment parlé, tu vois. Voilà. Ou en tout cas pas dans cette situation de pouvoir. C'est-à-dire qu'il lui donne le pouvoir de sa vie. Il lui dit, tiens, je te donne l'argent et en échange, c'est ma vie que tu vas sauver. À ce mec-là, le pauvre mec qui descend les bateaux. Ouais. Et là, et l'autre, il lui dit, ton argent ne peut pas tout acheter. Et là, c'est James Cameron qui a gagné, c'est-à-dire la vision de l'artiste. Absolument. Il a dit, toi, tu as l'argent, mais moi, je porte les valeurs, c'est-à-dire l'héroïsme, tout ça. Mais quand même, c'est la coïncidence de plein de choses. Enfin, c'est quand même cousu de fil blanc. C'est-à-dire, ils se rencontrent par hasard, c'est le moment le plus érotique de sa vie. C'est quand même un type qui a dans son carton des gravures qui font penser que c'est au moins Picasso ou Toulouse-Lautrec. C'est Madame Bovary qui veut s'encanailler vers le bas à un moment donné. Et puis ce moment, et puis surtout, qu'au moment de la transgression absolue, c'est-à-dire quand ils font l'amour dans le carrosse, hein, comme Madame Bovary, hop, paf, c'est là que la crise commence. Et c'est la crise sacrificielle. Bon, c'est-à-dire que objectivement, dans le mensonge romantique, la réalité objective trahit la vision subjective. La vision subjective te raconte le pauvre artiste, la pauvre malheureuse, elle est vraiment malheureuse, obligée de manger du caviar tous les jours. Et le pauvre artiste, quand même, qui va la sauver, qui est le héros, ça c'est la vision subjective, mais l'ordre objectif te raconte une autre histoire. Il te raconte le, ce que,
c'est ce chaos, en fait, ça va faire de moi Rose qui va être invitée plus tard sur un bateau. Je vais venir avec ma nièce. La nièce va tomber amoureuse du chercheur. Ils vont se marier ensemble, vont faire beaucoup d'enfants. C'est ça qu'elle nous raconte. Hein. C'est comme Et en ça que fait, ça. Hein. et en fait C'est que le chercheur se marie avec la nièce de Rose. oui, 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 oui. C'est fort, tu vois. C'est ça mon histoire. It's meaningless, and that's why I trust it. Ouais, C'est-à-dire que ouais, finalement, je jette le diamant de Marie-Antoinette dans la mer. dans la mer. Et, et en fait, le fait que ce récit-là, subjectif, tu vois, que ce soit ça qui surplombe toute l'œuvre, c'est ça qui rend l'œuvre profondément romantique et au sens de mensonge romantique. C'est-à-dire qu'il n'y a Voilà, pas de voilà, vérité romanesque et voilà. il y a pas on raconte pas avec vérité ce qui se passe. Et c'est comme dans le film Un homme idéal avec Pierre Ninet. C'est-à-dire là, on va voir que quand on fera ce film la prochaine fois, si tu veux Ouais, bien, ouais, ouais. et ben on voit qu'il y a, que si tu regardes avec précision l'ordre objectif des faits, et ben ça colle pas. Bon, on a vu quelques trucs, tu vois, par exemple les coïncidences. Ah bah il est en train de fumer sur la proue au moment où elle décide, ah j'en ai marre du caviar, je vais me suicider. Au moment où ils commettent la transgression ultime, oh bah tiens, c'est là que la glace commence à tomber, que la crise sacrificielle commence. Au moment où elle rencontre, Kate Winslet rencontre DiCaprio, hop, c'est là que son mari décide de lui offrir le collier. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a dans le scénario romantique, il n'y a pas de il y a, il y a, il y a, il y a un désaccord entre l'intention subjective qui est romantique, bon, hein, ou la pauvre ou le pauvre, et il s'aimère toute sa vie, et finalement, c'est les petits-enfants qui eurent beaucoup d'enfants, parce qu'elle a quand même eu un enfant de Jack. Apparemment, c'est sa petite fille, oui. Ouais, tu vois, donc, ils eurent beaucoup d'enfants. Ça, c'est la vision, l'intention subjective et l'ordre objectif du récit. Et là, on le retrouve, et on va le revoir ça abondamment avec la Homme idéal de Pierre Ninet. C'est-à-dire c'est que ça caractérise l'œuvre romantique par opposition à l'œuvre romanesque. Si on en trouve une, il faudra la regarder. Je ne sais pas s'il en existe une au cinéma. Je ne sais pas si le cinéma a produit une œuvre romanesque. Mais chez Yann Caron, le film que tu m'avais envoyé, pas l'apôtre, mais l'autre. Celui avec l'histoire, je Oui, sais pas oui, si ne nous laissez pas entrer en tentation. Je crois que c'est un titre comme ça. c'est comme On le ça. regardera. Avec le mari, la femme et la fille. Ah ben, alors ce film-là, on pourra le regarder aussi, si je le trouve, parce que je ne sais pas si je vais le trouver, mais Oh, je l'ai vu, mais il faut que je le revoie. Ou alors un autre film, mais ça serait intéressant de se poser la question, parce que ce ce que serait je bien. vois, Sinon, c'est que ce le serait. cinéma est très commercial, et que le fait qu'il soit très commercial, ça coïncide avec le fait qu'il soit... Bah, j'ai une idée de film, c'est Les Illusions perdues. Parce que je l'ai revu. Je pense je pense qu'il y a de quoi faire. Je pense. Faudrait que tu le regardes, tu me dirais Les D'accord, Illusions perdues de Balzac. voilà, on Parce peut qu'il faire est ça. sorti un film. D'accord. On va voir, on va voir. Mais de Ouais, toute façon, la prochaine fois, on fait Pierre Ninet la semaine prochaine. ouais, La on fait semaine ça. prochaine, tu es là la semaine prochaine. Je suis là. Ok. Ouais. Ben là, pour moi, on a fait le tour parce qu'on a vu les deux moments, le moment le plus érotique de sa vie et le moment où elle lui dit, où la crise sacrificielle commence et où elle lui dit, comme dans la phrase de Shakespeare, quoi. C'est comme la phrase de Shakespeare, c'est Sound and Fury, tout ce bruit et cette fureur ne signifiant rien. Voilà. C'est parlant, merci, parce que tu m'as beaucoup éclairé du coup pendant cette conversation Merci. sur la vérité objective justement du film. Parce que Oui, j'avais oui, pas vu ça comme ça. ça chez Girard, c'est vraiment quelque chose qu'il analyse bien, notamment dans le livre qu'il a fait dans celui-là, là, dans Mensonges romantiques et vérité romanesque, mais plus encore dans un texte qu'il écrira 2 ou 3 ans plus tard sur Dostoïevski. Ouais, d'accord. Parce que pour lui, Dostoïevski, c'est le summum de l'auteur romanesque, c'est-à-dire celui qui va non plus écrire des œuvres qui
sont structurés par le désir, comme par exemple le Titanic, mais vraiment qui le révèlent. Et qui dénonce la nature métaphysique aussi du désir, du coup. Voilà, voilà, voilà. Avec, C'est-à-dire qu'ils vont montrer les aspirations à la divinité chez la bourgeoise qui veut s'encanailler, qui va chercher l'obstacle maximal tout en se faisant passer pour une victime, mais en fait, elle va chercher l'obstacle, quoi. Et puis, c'est pas vrai que c'est un pauvre. C'est un peintre duquel par lequel elle rêve d'être dessinée, ce qui lui arrive d'ailleurs. Parce qu'elle a vu ces femmes à Montmartre et c'est ça qu'elle veut être. Et elle est- quand elle voit ces femmes dans le carton à dessin, elle décide qu'elle va aller avec lui. et ben- C'est à et ce ben- moment-là où elle voit les femmes. En fait, c'est les femmes qui la déterminent. C'est mais une oui, relation homosexuelle. c'est ça. Là, le désir est homosexuel. C'est quand Chez, elle, chez oui, Girard, il est homosexuel, c'est clair. Le désir est homosexuel. oui, oui, C'est-à-dire que l'hétérosexualité, c'est quelque chose qui n'est pas, qui va hors dehors du désir. C'est-à-dire, elle voit ces femmes, c'est les femmes qu'elle veut être. C'est pour être ces femmes qu'elle couche avec eux, qu'elle veut partir avec quelqu'un. Ça se mais, voit. Et c'est au mais moment où tu l'as dit, quand elle est sur oui, le. et je voulais revenir, j'aimerais bien revenir sur cette scène parce qu'il y a quand même Rose, elle a quand même un comportement assez étonnant. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, elle lui dit non mais qu'est-ce que je fous là et tout ça, mais elle n'a pas envie de partir, elle a envie de, tu vois, c'est Dans bizarre quel parce moment que du film? À quel comment? moment du film? À Bah, au quel moment? moment où elle est sur à deux doigts où elle prend son carnet de ses mains et où Mhm. elle regarde. Mais juste avant, elle lui dit non mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je te parle? T'es complètement Ouais, ouais, grotesque. qui t'es qui, toi? Ouais. Ouais, voilà, t'es qui toi? Et puis en fait, tu vois qu'elle a pas envie de partir. Et bien d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ça que tu portes? C'est quand même assez Mais étrange la manière dont elle se elle comporte. voit ça et sait très bien ce que c'est. Puisqu'elle Voilà. est amateur d'art Voilà. contemporain, elle a ramené la première chose qu'on voit, c'est quand elle s'installe dans sa suite de luxe, elle a plein de tableaux. Oui, 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 c'est Et ça. elle les accroche. Et elle met de suite ses achats à Paris, quoi. Tu sais, c'est la femme qui arrive à l'hôtel et qui sort tout ce qu'elle vient d'acheter aux Galeries Lafayette. C'est ça. Tu sais. C'est ça. Et Donc elle puis, sait très bien ce qu'il a dans son carton. C'est-à-dire que le film te dit, ah ben elle le découvre, mais c'est pas vrai. C'est pour ça qu'elle est avec lui. C'est pour ça qu'elle le rencontre par hasard. Il n'y a pas du tout de hasard en réalité. Et c'est ce qu'il fallait démontrer, je crois. Parce que tu sais, quand tu avais dit au début par hasard, oui. c'était bien d'avoir dit par hasard, mais du coup, c'était ce qu'il fallait démontrer. Que c'était au hasard ou pas. Au hasard comme par hasard. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, dans les films romantiques, t'as que des trucs comme ça. Oh, quelle coïncidence, mais tu Et vois. oui. Et puis, tu vois, le spectateur, il doit adhérer à ce Ouais. mensonge-là. Et c'est toujours une violence à l'intérieur. Je trouve en général, il y a toujours cette déception. Et en même temps, voilà, t'es quand même transporté par le film et parce que toi aussi tu rentres dans le désir. Mais je trouve que le spectateur, en dessous de sa conscience, il doit aussi adhérer à un mensonge qui sait ne pas être vrai s'il analyse comme nous, on vient de le faire, le truc. C'est-à-dire que tu Mm. le sais, c'est trop. Tu le vois que c'est gros, mais pour que le film marche et pour que tu puisses aller jusqu'au bout et te dire, ah, c'était un bon film, tu te dis, en ton fort intérieur, faut que j'adhère à cette coïncidence complètement saugrenue et puis voilà, improbable, quoi. À ce genre de choses-là, tu vois. Par hasard, elle se rend compte, tout ça. Il est intéressant ce film parce qu'il superpose les deux plans, les deux hypothèses, c'est-à-dire le plan du désir et le plan de la crise sacrificielle. Ouais, ouais, ouais. Que j'avais Et pas finalement, remarqué. celui qui est sacrifié par le film, c'est le mari. Il est sacrifié dans le sens où il est le vilain de l'histoire, quoi. C'est ça. Il est lâche, il est méchant, il est violent, il veut emprisonner sa femme. Et il En y a plus, il est Sauveur. riche, Parce qu'il y a Berk. Sauveur qui... Il m'a quand même financé mon film, mais bon, Berk, tu vois. Et c'est vraiment hockey choral, quoi. C'est le hockey choral, tu vois. Le sacrifice, il est là. Et puis l'autre, eh ben, l'autre, il devient l'homme idéal. Et donc, C'est justement, le ça. prochain, ce sera l'homme idéal. Ce sera le Ouais. film. Voilà. Ouais, Ouais. super. On peut s'arrêter là, non? Faut s'arrêter là, on a fait... Bon, je pense qu'on a bien L'homme fait. idéal, la semaine prochaine, hein. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.